Et pour cette édition, on retrouve toute l'équipe et Stanislas Rigaud, vous le savez, c'est notre partenaire du mercredi. Bonjour Stanislas. Bonjour Liselotte, bonjour à toute l'équipe également. J'espère que vous n'avez pas le siège qui se tasse au fur et à mesure de l'émission. Je n'espère pas non plus, oui. N'étant pas très grand. Bah oui, c'est ça. Vous restez avec nous Stanislas et vous commencez en nous parlant de cette séquence Trump-Zelensky et donc le problème de la diplomatie spectacle. Dites-nous tout. Oui, en effet, nous discutions hier avec Alexandre du sujet que nous pourrions évoquer ce matin. Et il n'était pas évident à trouver. Et Alexandre me fait la remarque très juste que les sujets d'actualité majeurs du moment sont sur la politique internationale. Et il se trouve que la scène la plus marquante, peut-être une scène historique, s'est déroulée la semaine dernière. C'est entre le président Trump et Vladimir Zelensky, à l'occasion d'un duel, d'un clash, comme on dit aujourd'hui. C'est ce qui a été commenté tout au long de la semaine. Mais ce matin, nous ne voulions pas parler du fond, mais plutôt de la forme et de cette politique spectacle, en effet, qui nous a été donnée, en me basant notamment sur une phrase de Jacques Bainville, qui est rappelée dans le livre de Christophe Dickès, qui est le caractère secret de la diplomatie a naturellement toute son importance, car elle n'expose personne à perdre la face publiquement, alors que la publicité rend les peuples juges, témoins et parties de la situation. Et c'est vrai que ce qui s'est passé entre Zelensky et Trump, encore une fois, indépendamment de savoir qui a raison ou pas, d'ailleurs, on a vu que Zelensky obtempérait aux demandes américaines, mais indépendamment de ça, on se retrouve avec une politique diplomatique qui est toujours exposée à la vue de tous, aux caméras. On se souvient de Poutine et Macron à près de 10 mètres de distance autour d'une table, des poignées de main surjouées à chaque fois. Ce qui ne favorise évidemment pas les relations, c'est-à-dire que les échanges sont sûrement houleux en privé, sont sûrement drôles de temps en temps, sont sûrement amenés à magouiller sur 2-3 aspects, mais je crois que la diplomatie doit se faire en secret et que c'est un peu le drame de notre époque, c'est qu'à force de vouloir informer les citoyens de tout ce qui se passe dans le monde, en diplomatie, en économie, partout on se retrouve avec des séquences qui pourraient avoir des conséquences dramatiques pour le monde en l'occurrence, et c'était un peu la réflexion que l'on se faisait avec Alexandre et que je voulais vous partager ce matin. Alors évidemment, certains vont mettre en avant le fait que la transparence est une très bonne chose et que les citoyens du monde ont le droit d'être informés de ce qui se passe. Mais là, je crois que le spectacle qui nous a été donné par Zelensky, Vance et Trump n'a permis à personne de sortir très grand de cette séquence, de voir un chef d'État en situation de guerre rappelé à l'ordre, quasiment humilié par 2 grands Américains, et notamment par un vice-président, le haut spion. Je ne suis pas sûr que ce soit un très bon signal envoyé, et même si Trump a sûrement eu gain de cause à la fin des fins, je ne suis pas sûr que la diplomatie en sorte grandie. Oui, en fait, on a un peu perdu quelque part une semaine avec cette séquence d'une certaine façon, parce que quelque part, en imaginant des négociations entre guillemets secrètes, on aurait pu penser que Zelensky et Trump et Vance auraient pu plus ou moins s'accorder. Le problème, c'est que sur toute la séquence de ce clash, ce qu'on a pu observer, c'est qu'effectivement tout était une question d'image, tout était une question de qu'est-ce qu'on renvoie au peuple. Et une des raisons pour lesquelles je pense Donald Trump et J.D. Vance ont autant poussé quelque part contre Volodymyr Zelensky, et pourquoi le ton est autant monté, c'est aussi parce que Trump veut montrer à son électorat qui est plutôt favorable à la Russie, qui est plutôt anti en tout cas aide ukrainienne et anti-implication des États-Unis dans la guerre, enfin plutôt isolationniste pour faire très simple. Et ben en fait, il voulait montrer à son électorat que quelque part il s'opposait à une forme d'ordre européen, en tout cas d'ordre marquer une rupture avec Joe Biden, et ça dans les images. Et la conséquence aussi pour les Ukrainiens, ça a été que on a pu observer que beaucoup d'Ukrainiens et beaucoup de personnes en tout cas qui étaient même favorables à l'Ukraine se sont vraiment sentis personnellement humiliés par cette séquence, se sont sentis quelque part ennemis des États-Unis. Et d'ailleurs, les sondages qui sont sortis ces derniers jours sont assez sans équivoque d'une certaine façon. C'est-à-dire qu'en fait, ils expliquent que, je crois que c'est 68% des Français qui estiment que c'est Donald Trump qui a été responsable de cette séquence. Et la conséquence, c'est qu'aujourd'hui, Volodymyr Zelensky a été obligé, il a été obligé de s'excuser quelque part pour la séquence de la semaine dernière. Il a dû quelque part présenter des excuses publiques, ne pas parler de Poutine dans son poste parce que c'était une des demandes de Vance et de Trump. Et quelque part, effectivement, on en arrive à une situation où c'est
une sorte de surdémocratie. Enfin, en fait, c'est une sorte de surdémocratie qui s'applique à la diplomatie, qui est normalement quelque chose de bilatéral ou multilatéral entre des chefs d'État. Et en fait, on convie finalement tout le monde et on met la diplomatie à la merci de toutes les affects, toutes les images et toutes les opinions publiques, sans voir finalement en fait quels sont les intérêts, les vrais enjeux qui sont derrière quand une diplomatie est secrète. On voit aussi le poids des émotions et de la fierté des hommes. Est-ce que c'est quelque chose qui doit peser, ça, dans la diplomatie ? Parce qu'il y a quand même des côtés de combat de coq dans cette séquence. Est-ce que vraiment... déjà, est-ce que c'était sain de montrer ça ? Est-ce que c'est rassurant ? Et est-ce que, de toute façon, que ce soit Zelensky ou Trump, étaient réellement dans leur rôle ? Est-ce que la politique doit vraiment subir et ensuite se jouer en subissant les humeurs des uns et des autres? Je crois justement que c'est toujours pour citer la même personne, n'ayant lu qu'un seul auteur dans ma vie, c'est Gilles Barville. Non, il y a Patrick Buisson, Stanislas. Et Patrick Buisson. C'était un résumé sur YouTube que je vous le donnerai le lien. Et Camus comme Jordan Bardella et comme tout le monde au collège. Je suis un grand fan de Nietzsche, voilà. Et non, c'est évidemment une blague, mais je crois que c'est Barville justement qui dit que pour dominer les événements, il faut se dominer soi-même. Ouais. Et en effet, on n'a pas eu l'impression que d'un côté comme de l'autre, ils aient su se contrôler, même si on peut imaginer, et c'est ce qu'a dit Alexandre, que le président Trump, en réalité, soit dans son rôle pour plaire à son électorat et surtout faire ce que nous, en France, on n'a plus depuis très longtemps, à savoir, c'est respecter ses promesses. C'est que pour le peuple américain, ce qu'a fait Donald Trump, c'est aussi respecter les promesses de sa campagne de 2024 et donc assurer la continuité du discours du candidat en celui de président. Donc peut-être que lui est dans son rôle, mais en tout cas, comme ça a été dit et comme on l'a commenté, je ne crois pas que ce soit la façon de faire cette façon de faire de la diplomatie. Et ça crée du ressenti. Et pour les peuples, ce n'est pas une bonne chose de voir un chef d'État se faire humilier. C'est vrai que c'est notre vision européenne, mais aux États-Unis, on a bien vu cette politique du spectacle. Eux, ils en sont friands. Enfin, Trump a joué là-dessus même pendant les élections. Oui, mais on sait aussi que les Américains, depuis des décennies et des décennies, ont toujours aussi manœuvré en secret, manœuvré de façon intelligente. Et je crois que justement, c'est parce que c'est secret qu'ils ont pu être efficaces de temps en temps. La diplomatie, c'est pas uniquement secret. C'est-à-dire qu'évidemment qu'il y a toujours on va dire, quand on voit même des photos de rassemblements de dirigeants mondiaux, c'est pour ça qu'ils etc. auraient très bien pu se contenter encore une fois, c'est facile de commenter ça depuis Paris, ici dans les studios de Radio Courtoisie, mais ils auraient très bien pu avoir un échange privé, long, houleux, violent, agressif, en étant extrêmement honnêtes, francs les uns avec les autres, et après avoir cette fameuse conférence de presse qui n'a pas eu lieu finalement, pour commenter ce qui se passe d'habitude d'ailleurs. Et souvenons-nous, en tout cas, on l'a tous vu, cette séquence de Nicolas Sarkozy épuisé après un échange avec Poutine. Alors il y a eu 1000 versions, était-il alcoolisé, il dit qu'il était essoufflé, est-ce que Poutine l'a terrifié, qu'importe, mais le fait est que les Français se sont sentis sûrement déstabilisés de voir leur président dans cet état-là. Simplement, on ne sait pas pourquoi il était dans cet état-là. Et ce petit mystère autour de l'état de Sarkozy est mieux que d'apprendre que Vladimir Poutine humiliait le président quelques instants auparavant. Il y a quand même systématiquement une politique spectacle qui est menée depuis des dizaines d'années. Et d'ailleurs, Volodymyr Zelensky, en adoptant cette posture du chef d'État en guerre, habillé dans un uniforme quasi militaire, Donald Trump, en adoptant sa cravate rouge et son costume bleu comme étant le héros d'un nouveau monde, Emmanuel Macron en se prenant en photo en boxeur. En fait, on a systématiquement une mise en scène du corps présidentiel et en parallèle, il y a une véritable diplomatie, c'est-à-dire, évidemment, Zelensky se fait humilier par les Américains en direct, mais les émissaires russes et ukrainiens et américains continuent à parler dans les coulisses. Autrement, on voit bien qu'on a, à mon sens, deux diplomaties. Une diplomatie spectaculaire au sens de Debord et la diplomatie réelle. La diplomatie spectaculaire continue à nourrir en fait le flux d'images dont on croit que les peuples ont besoin, avec des déluges d'armes, des villes en ruine, des corps torturés et ça, c'est ce qu'on nous montre. Et puis, à côté de ça, les hommes de l'ombre, les petits hommes gris, continuent à
à discuter. Donc, est-ce que véritablement c'est un échec de la diplomatie ou est-ce qu'on n'a pas plutôt deux diplomaties parallèles ? Pardon, mais moi, non mais allez-y. C'est lui l'invité. Non, mais allez-y, Alexandre, allez-y. Non mais très rapidement, là je pense que Merci beaucoup. Alors, je voulais vous dire que merci, ça c'est vrai. Allez, vous savez, c'est bon. Allez. Non mais très rapidement, je pense qu'en l'occurrence, ce qui s'est passé, c'est que le problème dans cette séquence, c'est justement que la diplomatie du spectacle a carrément supplanté la diplomatie secrète. Enfin, je sais pas ce que tu en penses pour le coup. Non mais c'est ce que j'allais répondre. Alors je l'aurais dit différemment et peut-être mieux, mais non. Je rigole évidemment. Il y a quand même un auditeur qui a dit que vous ressembliez à un jeune Macron, donc. Je le bannis. Au jeune, à Emmanuel Macron en jeune ou à, mais dans les idées, ou à un jeune macroniste. Je peux le laisser préciser et puis je vous dis ça dans quelques secondes. Non, Stanislas, vous êtes un ami, rassurez-vous, vous ne ressemblez pas à Macron, ni jeune ni vieux. Merci, ça me touche. Et je ne fais pas de photos de moi en train de faire de la boxe. Mais et puis vous citez Bainville. Oui. Mais alors il a déjà cité Maurras, je crois, Emmanuel Macron ou un de ses. C'est vrai. Enfin bon, c'est un président justement très éclectique. Exactement. Non, mais justement, c'est ce qu'a dit Alexandre est assez juste, me semble-t-il. C'est-à-dire qu'il y ait et de la propagande et qu'il y ait du symbole dans la politique internationale, interne, tout ce qu'on veut. Évidemment, c'est partie du jeu et c'est très bien que certains chefs d'État incarnent quelque chose. Mais là, on a l'impression que l'échange part d'une faute de Zelensky selon les Américains et qu'ils ont fait leur réunion diplomatique à ce moment-là. Et preuve en est, Zelensky est parti ou s'est fait gentiment raccompagner à la sortie de la Maison-Blanche par la suite. Donc l'échange diplomatique secret entre les petits hommes gris dont vous parlez qui existent, c'est fait dans cette séquence précise à la vue de tous. Mais on peut aussi considérer qu'en fait il y a un côté spectaculaire qui est absolument développé jusqu'à l'inflation chez Trump, qui lui permet d'accélérer les choses, mais très volontairement. Au bout du compte, il avait déjà pris le parti de la Russie contre l'Ukraine. Il avait déjà pris le parti, en fait, d'adopter ce que les Russes veulent comme étant son plan de paix. Et en faisant en sorte de profiter de la manière dont Zelensky, lui, n'avait pas du tout compris le scénario ou voulait défendre une posture différente en s'énervant, avec quand même ce côté un peu recuit. Mon gaillard, tu as défendu Biden en 2024, on va t'expliquer qui dirige les États-Unis aujourd'hui. Donc, il y avait quand même chez Vance une espèce de posture de je suis en attente, je me tiens en guet-apens avant de sauter sur la faible gazelle Zelensky pour lui expliquer ce que c'est qu'un chasseur américain. Au contraire, il a permis de dire très vite au monde entier, en fait, quelle était sa position. La position qu'il avait déjà dite, d'ailleurs, puisque Trump n'a jamais fait mystère du fait qu'il voulait faire la paix en Europe. Il voulait que l'Ukraine devienne un pays en paix. C'était évidemment avec la Russie qu'il allait faire cette paix. Et donc, le fait que l'Ukraine soit une variable d'ajustement aux mains des États-Unis, c'était déjà clair. Là, en fait, on pourrait considérer qu'il a juste fait en sorte que les choses aillent très vite, exactement comme avec Gaza. Voilà. Oui. Je dis n'importe quoi sur Gaza et tout le monde est obligé de se positionner. Et d'ailleurs, le maréchal Sissi convoque cette réunion de la Ligue arabe en Égypte pour faire en sorte de trouver quelque chose, ce qui ne s'était jamais fait dans les années précédentes. Oui, mais comme vous venez de le dire aussi, c'était déjà clair avant. C'est-à-dire que et Zelensky, et les chefs d'État européens, et les peuples qui suivent à peu près ce qui se passe en Ukraine étaient déjà au courant des positions de Trump. C'est là où je m'interroge sur l'utilité ou non de cette mise en scène, ou en tout cas, ou alors de cette sortie de route à l'occasion de la rencontre entre les trois protagonistes. C'est-à-dire que Trump ait une stratégie très offensive et de dynamitage permanente pour expliquer ses positions et pour ne laisser le choix à personne que de se positionner sur lui, c'est une chose. Mais encore une fois, là, on a plutôt l'impression que cette séquence n'était pas forcément souhaitée et que si Zelensky n'avait pas été plus maladroit ou en tout cas malhabile à l'égard de ces deux interlocuteurs, la séquence n'aurait peut-être pas eu lieu. Elle se termine quand même par Trump disant ça va faire de la très bonne télé. Oui. Cette espèce de satisfaction de l'histrion, considérant que ça y est, il a réussi son coup, c'était quand même... Oui, mais des joies du direct, si je puis dire. On sent que c'est l'homme de télé qui se réjouit de... si je caricature, c'est Hanouna en direct toute la journée. S'il y a une séquence qui est en train de se dérouler sur son plateau,
Non pas qu'il l'ait souhaité, mais il l'accompagne avec plaisir, parce qu'il sait que ça va faire de l'audience et que ça va faire réagir. Et c'est là où je vous dis, on n'aura jamais la réponse de toute façon, mais à quel point c'était une séquence préméditée ou non. Oui, et puis ce qui est aussi intéressant, c'est que je regardais hier la différence entre le Trump de 2016 qui arrive au pouvoir et celui de 2024, enfin entre le premier et ce début de deuxième mandat. Et ce qui est assez intéressant, c'est de voir que durant son premier mandat, c'était pas du tout ça, Trump. C'est-à-dire qu'en fait, durant son premier mandat, oui, il y avait bien sûr la fameuse poignée de main qui faisait à tout le monde comme un mufle, mais à part ça, globalement, il respectait les codes traditionnels quand même encore une fois, de la diplomatie. Et il y avait bien sûr des séquences télévisées, rediffusées, etc., qui étaient des conférences de presse, mais voilà, il y avait toujours cette séquence secret et démonstratif. Et en fait, je pense que c'était lié au fait que déjà, effectivement, Donald Trump n'avait pas autant de personnes autour de lui, mais aussi le fait qu'il était un peu opposant face au reste du monde. C'est-à-dire qu'en fait, c'était les États-Unis contre le monde entier, Donald Trump contre le monde entier. Il n'avait pas trop sa place, il n'avait pas trop ses alliés. Maintenant, il y a quand même plusieurs personnes qui sont dans son camp, et en fait, Trump passe d'opposant à imposant quelque part. C'est-à-dire qu'en fait, je pense qu'il y a une volonté dans le fait de choisir, en plus tout se passe à Washington, c'est-à-dire qu'en fait c'est lui qui est le maître des lieux, c'est lui qui est le maître de la conversation, c'est lui qui dit d'ailleurs à la fin, il me semble, bon, on va s'arrêter là parce que c'est bon, je pense qu'on n'a plus rien à se dire, etc. Et je pense qu'il y a quelque chose qui va faire une sorte, au-delà du symbolisme, presque une sorte de synthèse, d'allégorie du rapport de force en dehors des caméras et sous les caméras justement, et quelque part tout est une démonstration en fait dans le fond. Et alors est-ce que ça, pour répondre à ce que vous disiez Richard aussi, est-ce que ça fait avancer les choses? Oui, bien sûr, mais la question c'est est-ce que ça permet toutes les subtilités, est-ce que ça permet de vraiment négocier, est-ce que ça permet qu'est-ce qui se passera quand tout le monde sera à la table des négociations? C'est-à-dire, est-ce qu'on va avoir une séquence entre Trump et Poutine qui sont tous les deux en train de discuter, alors c'est je sais pas où, mais en tout cas tous les deux en train de discuter et de dire oui, bon, je prends cette partie de l'Ukraine, ah non, tu me laisses celle-ci, etc. Ah oui, je prends les terres rares. Enfin, comment ça va se passer aussi quand tout ce qui y a de plus subtil et plus compliqué aussi arrivera sur la table. C'est aussi ça qui se pose comme question. C'était une question pour vous, Richard. Oui. Non, mais je pense que vous aviez raison d'expliquer qu'il y a un côté spectaculaire. Je pense toujours qu'il y a une diplomatie parallèle et que il y aura une mise en scène de l'accord de paix s'il se fait, et de même qu'il y a de la part d'Emmanuel Macron la mise en scène frénétique de son activisme où il passe sa vie à téléphoner. Giorgia Meloni s'est étonnée du mandat qu'il s'est à lui-même donné d'être le représentant de l'Europe, avec d'ailleurs des résultats foireux. Et je pense en fait qu'on se retrouve avec deux diplomaties parallèles en permanence, et il y a une diplomatie spectaculaire qui est très efficace quand on a la maîtrise en fait de la scène. Donc, et Donald Trump d'abord est un bon acteur et ensuite il maîtrise le plateau, et qu'on a au contraire une diplomatie spectaculaire absolument pitoyable quand on a un bon acteur mais qui en fait n'a pas un bon producteur, n'arrive pas à choisir le bon théâtre. La manière dont Emmanuel Macron passe sa vie à bouger, à se mettre en scène en faisant en sorte d'essayer de capter les audiences les plus différentes avec les mots les plus différents, voilà, entre la manière dont il parle à Donald, comme il l'appelle lui-même, et la manière dont il parle aux TikTokers, on se retrouve avec des registres de langage différents. Et surtout, il y a ce côté spectaculaire chez Macron où je dis n'importe quoi en croyant que ma parole est performative, et donc j'annonce que je suis d'accord avec les Anglais le lendemain qu'Keir Starmer explique pas du tout. J'annonce que je convoque tout le monde à l'Élysée le lendemain, les Italiens et les Polonais expliquent qu'ils ne sont absolument pas d'accord avec ce qui s'est dit la veille. Et donc là, on voit bien qu'il y a un risque que la politique spectaculaire aboutisse à une très mauvaise diplomatie de coulisses quand celui qui est en train d'activer cette politique spectaculaire n'a en fait aucun des moyens de la coulisse. Ce qui rend efficace la politique spectaculaire trumpienne, c'est qu'il possède les coulisses. Alors que, voilà, le camarade Macron ne possède rien. Sur le livre, on en parlait l'autre jour, la semaine dernière, du livre que vous êtes en train de lire sur Emmanuel Macron. Un troisième livre. Oui, sur Étienne Campion, le président toxique. Oui, ça c'est très macronien, de toute façon, cet aspect d'asséner des vérités en étant persuadé que personne de toute façon n'est au niveau, et si les personnes ne me comprennent pas, c'est que je suis trop intelligent, donc ou c'est trop complexe, ou trop subtil.
Pour les autres, ça c'est très Macron. Mais ce qui est juste, moi je rejoins ce que vous dites, Richard, simplement, c'est qu'encore une fois, ce qui est amusant, on pourrait se faire la remarque que la communication outrancière, exagérée de Zelensky depuis des mois et des mois ne s'est confrontée qu'à un Joe Biden vieillissant, à une Europe qui était extrêmement complaisant avec lui. Une Europe avide de ce genre de sottise. Exactement. Une Europe capable de recevoir Greta Thunberg et de trouver ça génial. Exactement. Et que là, pour la première fois de sa vie, il se confronte en fait à un président qui, lui, ne lui fera pas de cadeau. D'ailleurs, la séquence dont vous parliez tout à l'heure, hors antenne, Alexandre, sur la tenue de Zelensky, parce que la première séquence choc de Trump-Zelensky, séquence sur le perron, Trump lui demande le félicite d'être venu sur son 31. Alors certes, ça a incarné un temps le chef de guerre, mais se prendre une pique de la sorte du président de la première puissance mondiale parce qu'on est mal habillé, ça réveille, je pense. Ah oui, mais surtout qu'en plus, pour le coup, ça va. J'avais lu beaucoup de gens sur les réseaux sociaux comme dire oui, c'est Zelensky qui a tendu la situation très rapidement, etc., qui a fait monter la pression, etc. Effectivement, la première séquence qu'on a, c'est Donald Trump qui va se moquer de la tenue de Zelensky. On a aussi dans la salle des journalistes une personne, alors je ne sais pas si c'est un représentant du Congrès ou enfin quelqu'un comme ça, qui va dire à Zelensky mais pourquoi vous n'avez pas mis de costume. Et ça pour le coup c'est une analyse assez intéressante que je lisais également, qui disait que, on en parlait en antenne, mais que les Américains aiment bien se représenter les Européens comme des personnes efféminées, comme des personnes bien habillées, comme des personnes un peu pédantes, etc. Et de leur côté, les Américains aiment bien se voir en GI avec des gros muscles, une tenue de guerre, etc. Et pour le coup, eux, ça décalait pas mal avec leur vision. Mais encore une fois, le spectacle, quelque part, et la représentation vont jouer beaucoup sur les conséquences de cette guerre et sur la manière dont elle sera résolue. Et d'ailleurs, en fait, la question qui se pose aussi, c'est concrètement, est-ce que les Ukrainiens, est-ce que les Européens, de manière générale, je pense encore au sondage dont on parlait tout à l'heure, vont encore voir après des séquences comme ça, les Américains comme des alliés potentiels, comme des personnes de confiance, alors même que dans la diplomatie officieuse, quelque part, on pourrait voir qu'en fait les Américains finalement résolvent le conflit en Ukraine, que ça se passe globalement bien, même si les Américains font exactement ce qu'il y a de mieux pour l'Europe. Dans tous les cas, ce qui restera, c'est cette séquence qui est absolument dévastatrice pour l'Ukraine. Donc encore une fois, je pense que ça aura forcément, l'image aura forcément un impact sur le fond. Oui, puis quand on est déjà plus gros, on n'a pas besoin de... Encore une fois, les cartes en main, il les a, Trump, et personne n'en doutait avant cette séquence. Et donc, il aurait très bien pu se contenter d'une poignée de main appuyée, d'une conférence de presse un peu musclée à côté de Zelensky, sans tomber dans une espèce de clash de plateau télévisé. Et encore une fois, alors est-ce que c'est les réflexes trumpistes de se voir et de se croire toujours à la télé ou toujours en débat, sûrement. Il y avait un côté The Apprentice qui se terminait à chaque fois par l'élimination d'un concurrent, donc You are fired. Et donc là, on a l'impression que Zelensky était juste le mauvais élève de la bande. Ah oui, et qui s'est fait effectivement lourder en direct. Et puis là, même physiquement, les postures des uns et des autres. C'est-à-dire qu'on parlait des tenues. Il y a le physique impressionnant de Donald Trump avec Zelensky qui n'est pas très grand et pas très imposant physiquement. En tout cas à côté d'un Donald Trump, et surtout le fait de se retrouver à débattre non pas avec le président des États-Unis, mais avec le vice-président. C'est quand même d'une violence rare, une violence atroce. Après avoir eu le droit de serrer dans ses bras Emmanuel Macron, ça a dû faire bizarre à Volodymyr Zelensky. Et François Martin ce matin qui nous expliquait que selon lui, on est en train de voir une nouvelle fracture avec la fin des blocs Est-Ouest. Alors, je sais déjà qu'Alexandre n'est pas d'accord, mais il va pouvoir en parler. Et donc l'apparition de cette nouvelle fracture plutôt entre le monde progressiste et le monde conservateur, avec l'Europe donc qui va devenir, si on ne change pas, un bastion du progressisme. Vous en pensez quoi, Stanislas ? Que l'Europe est en train de changer également. Que beaucoup de pays comme l'Italie, la Hongrie... On lui en a parlé. ...sont en train de changer. Donc en France aussi, on espère un réveil progressif, pas progressiste, un réveil progressif pour contrer les progressistes. Bravo. Pourquoi pas un réveil en éclat, même. C'est pas très progressif et que ça arrive d'un coup, on va pas s'en plaindre non plus. C'était pour le petit mot. Pour la très bonne formule.
Donc oui, l'Europe, typiquement, je ne suis pas sûr que l'Europe reste ad vitam aeternam le bastion des progressistes au niveau mondial. Je crois d'ailleurs qu'on partage que le monde arabo-musulman est plutôt conservateur, mais c'est pas une raison non plus pour être leurs meilleurs amis. Et je crois surtout que la diplomatie et l'international, à la fin des fins, c'est les intérêts des nations et simplement l'intérêt des nations. Donc on doit être alliés en fonction de nos intérêts. Et les intérêts français sont évidemment peuvent varier en fonction des conditions, en fonction de notre volonté politique d'imposer telle ou telle chose, de notre politique énergétique, de notre politique militaire. Donc vous voyez, je ne suis pas sûr qu'il y ait un distinguo qui va se faire dans les années à venir entre les progressistes et les conservateurs. Enfin, en tout cas, il faudrait les définir. Peut-être qu'il est défini bien plus précisément que la caricature que j'en fais là, mais non, si c'est globalement les anti-woke contre les woke, les anti-woke, oui, j'imagine qu'en Asie, ils sont pas très pro-woke. Enfin, ça va pas faire beaucoup de woke en réalité. Le monde n'est pas woke. Ce qu'il explique, c'est que au fond de la politique, on en arrive toujours finalement à aussi se rassembler en fonction de la perception qu'on a de l'être humain. Et qu'en l'occurrence, il va y avoir une fracture à ce niveau-là. Je pense qu'il y a une fracture, mais encore une fois, les 3/4 du monde ne partagent pas la vision progressiste qui est prônée en Europe. Je pense qu'on est dans un microcosme et qu'on voit ça à la loupe. Mais c'est pas inquiétant, justement ? C'est inquiétant, mais ça a été le cas aux États-Unis, et la preuve en est, Donald Trump arrive au pouvoir, Musk et Vance sont arrivés au pouvoir, ils combattent les wokistes, les wokistes en tout cas ces gens-là, de façon extrêmement véhémente. Donc je pense qu'on a parfois tendance aussi à surestimer leur poids. Encore une fois, je pense qu'au fin fond de la Creuse, les délires de changement de sexe ou de drag queen, ça leur paraît très 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 lointain. Nous, c'est vrai qu'on est connectés aux médias en permanence, on regarde les vidéos d'extrême gauche, c'est dangereux ce qu'ils font et ça touche évidemment l'éducation nationale, mais en tout cas au niveau mondial, je pense qu'aller parler à un Sud-Américain de changement de sexe ou de drag queen en Colombie à la limite, mais bon, oui, voilà, c'est déjà dire pour l'Asie, peut-être en Thaïlande, mais c'est pas au fin fond de la Creuse que se fait la diplomatie, justement, on peut le regretter. Bien sûr, mais c'est peut-être d'ailleurs pour ça que la politique française est aussi affaiblie. Alors que si jamais un président qui venait de la Creuse était à la tête de l'État, tout irait mieux. Ce serait peut-être mieux. Vous venez de François la Creuse. François, si tu nous écoutes. Ah, il vient de Corrèze. De Corrèze, oui, c'est ça, oui, c'est vrai, c'est la Corrèze. Oui. Mais c'est déjà très bien, la Corrèze. On embrasse les Corréziens qui nous écoutent. Mais non, je sais pas ce que tu as le son d'en penser. Je n'ai pas entendu ce que votre invité a dit précisément, donc je ne devrais pas travestir son. Travestir. Oui, si, c'est ça, travestir son propos, oui, pardon. Mais encore une fois, excellent jeu de mots j'ai paniqué en le disant. C'est la journée des bons mots, mais non. Et paniqué le travesti, évidemment. C'était pour continuer le. Pardon, il me faut 2 secondes pour me remettre. Donc, comment je reprends après ça ? C'est impossible. Non, mais en fait, en revanche, ce qui est assez intéressant, c'est que je crois pas du tout à la fracture effectivement entre progressistes et conservateurs, parce que comme le disait Stanislas, les seuls pays progressistes qui existent sont en Europe, et encore même le progressisme en Europe est largement en train de refluer. Quand même, on le voit, c'est-à-dire que même au niveau du centre, même au niveau de la gauche, ce qui est assez fascinant, c'est que on voit que la gauche ne parle presque plus en tout cas parle beaucoup moins qu'auparavant des droits des minorités sexuelles ou des nouveaux droits de la GPA, etc., de la PMA. En fait, c'est des sujets qui sont en train de s'écarter petit à petit au profit, et pour le coup, ça c'est un autre sujet, mais en tout cas au profit surtout d'une parole sur les musulmans, sur l'immigration, etc. C'est-à-dire que globalement, on a l'impression que le sujet du progressisme a été plus ou moins mis de côté, que la gauche a plus trop de nouveaux combats à porter dans ce sens-là en France, et je pense que c'est assez vrai aussi dans le reste de l'Europe, à l'exception peut-être de l'Angleterre de Keir Starmer, où pour le coup là j'ai l'impression que c'est plutôt la roue libre, mais c'est vrai que voilà, même le progressisme lui-même, on sent qu'il s'essouffle, et il s'essouffle depuis quelques mois, donc du coup effectivement je crois pas à ça. En revanche, ce qui est assez intéressant, c'est qu'on va arriver probablement avec tous ces pays qui plongent dans le réalisme. On va peut-être arriver à un conflit qui sera entre les gens qui défendent une certaine forme de morale et les gens qui défendent uniquement leurs intérêts, et c'est peut-être là que sera le vrai criblage. On finit sur ces mots. Merci à toute l'équipe d'avoir été avec nous pour cette édition, et merci à vous Stanislas Rigaud. On vous retrouve la semaine prochaine.